Allez, bonjour, merci d'être là avec nous pour ce nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des banques, dont le secteur fait, on peut le dire, des étincelles en bourse depuis le début de l'année, avec des cours en moyenne en Europe en hausse de 40%. Bonjour Thibault. Bonjour David. Alors, le secteur bancaire donc, qui affiche la meilleure performance en bourse, tout secteur confondu, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est une sacrée revanche pour un secteur, on peut le dire, qui a morflé quand même. On peut le dire, c'est une sacrée revanche. Après, il faut mesurer quand même le chemin parcouru par les banques depuis 10 ans, en tout cas depuis la grande crise de 2008. Ouais. Je pense qu'on peut leur donner quand même du crédit. Alors évidemment, ça a été, je dirais, incité très fortement par une refonte totale de la réglementation. Depuis 2008, donc post-crise, on a eu en fait des exigences en termes de capital qui ont été doublées, voire triplées. Plus de capital, plus de fonds propres. Plus de capital, un capital de meilleure sécurité. qualité, exactement. Introduction d'un ratio de levier, introduction de ratio de liquidité, parce que la plupart des faillites bancaires ont toujours été dues finalement à la liquidité plus qu'à la solvabilité. Et les banques en fait ont passé vraiment les 15 dernières années à nettoyer leur bilan, à se restructurer. Et on a un secteur qui est maintenant en très très bonne santé. Voilà, c'est ça. Et donc, cette bonne forme retrouvée des banques depuis maintenant un an, ça s'explique justement par cette bonne santé financière retrouvée. Ça s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, donc un point de départ beaucoup plus solide. C'est vrai que quand la crise du Covid arrive en Europe l'année dernière, on a des banques qui sont vraiment sur des plus hauts historiques en termes de ratio de solvabilité, en termes de qualité d'actifs, avec une décrue, en fait, des créances douteuses, en tout cas des crédits à risque. Juste avant la crise du Covid. Exactement. Ouais. Donc on arrive en fait vraiment sur, je dirais, des ratios au plus haut historique. Je mets à part la profitabilité qui a été mise à mal par la baisse continue des taux depuis 10 ans et l'introduction des taux négatifs. Mais sur tous les autres métriques, elle ressortait extrêmement bien. Quand la crise du Covid arrive, le premier réflexe, on essaie d'anticiper, on essaie de comparer avec les crises précédentes, et c'est vrai que généralement, ce qui en découle, c'est une remontée des taux de défaut, donc une remontée des provisions pour risque de crédit, des pressions sur les volumes, les banques qui ont généralement tendance à se concentrer justement sur le pilotage du capital, donc restreindre l'offre de crédit, ce qui en soi en fait a un effet aussi procyclique sur les taux de défaut et sur la récession. Donc on a je dirais des projections qui ne sont pas extrêmement favorables. De notre côté, nous, on est confortable parce que les banques ont, à nos yeux, la capacité d'absorber un choc assez monumental. Mais finalement, 1 an et demi après l'apparition du Covid, on s'aperçoit que les banques s'en sont extrêmement bien tirées. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Je dirais la première, c'est la réponse ultra rapide des régulateurs, contrairement à 2008. Si on se rappelle la première conférence de presse de Mme Lagarde post-Covid, au-delà de la phrase malheureuse sur les spreads italiens, il y avait beaucoup d'annonces en fait en faveur du secteur bancaire, une relâche des ratios de solvabilité, l'introduction des fameux TLTRO, donc ces prêts moyen terme de la Banque centrale à des termes très très avantageux pour les banques. C'est-à-dire que le taux de base, c'est moins 50 points de base, donc le taux directeur de la BCE. Et si les banques continuent de prêter, ou en tout cas montrent une croissance du crédit sur 2 ou 3 ans, ça peut atteindre jusqu'à moins 100 points de base. Donc c'est une vraie subvention. Oui, elles sont subventionnées pour pouvoir prêter à l'économie, ce qui est comme du jamais vu. Exactement. Et le deuxième point, elles gagnent de l'argent prêtant à l'économie. Voilà, exactement. Mais en fait, le but, et c'est vraiment la comparaison par rapport à 2008, où les banques étaient finalement à l'origine du problème, à l'origine de la grande crise et de la récession qui en a suivi. En 2020, les banques ont été vues comme une solution. Elles se font le relais de la politique monétaire et elles se sont fait aussi le relais finalement de la relance étatique ou fiscale via la distribution de prêts garantis. Le message, je dirais, des deux autorités était vraiment concentrez-vous sur votre soutien à l'économie, concentrez-vous sur le soutien à vos clients et nous on s'occupe du reste. Vous inquiétez pas de votre passif. Aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts pour les banques, quasiment tous. Encore une fois, on voit un coût du risque qui est maîtrisé, qui est limité. Il n'y a pas eu de défaillance d'entreprise parce que les politiques budgétaires, les États ont été là pour venir voler au secours. Le fameux quoi qu'il en coûte. Donc on a des taux de défaut qui sont restés vraiment à des niveaux historiquement très faibles. Aucun nouveau défaut en portefeuille. En fait, c'est une crise sans défaut, ce qui est finalement nouveau. On n'avait jamais connu ça. Oui. Donc les ratios de créances douteuses ont continué de baisser l'année dernière, ont continué de baisser sur les 6 premiers mois. Les banques ont été assez proactives d'un point de vue provision, donc on passait beaucoup de provisions sur le premier semestre 2020 et au Q3, au troisième trimestre de l'année dernière. Et beaucoup plus que ce qui a été nécessaire au final. Exactement, mais ce qui était, je dirais, ce qui est assez logique, c'est vrai qu'initialement, les perspectives de croissance étaient quand même assez pessimistes, que ça soit même sur la reprise. Alors, la plupart des provisions, enfin la manière dont ça fonctionne pour les banques, vous avez des provisions quand le défaut arrive, en fait, quand vous constatez le défaut, et vous avez des provisions, je dirais, proactives, qui sont basées sur des hypothèses de croissance, basées sur des hypothèses de défaut, et les premières hypothèses qu'on avait début 2020 étaient extrêmement pessimistes. Donc les banques se sont montrées très proactives, ont passé beaucoup de provisions, et finalement, ce qu'elles font en ce moment, c'est plutôt reprendre ces provisions qui n'ont servi à rien.
Bon. Et donc on voit aussi d'ailleurs, donc c'est tout ça mis bout à bout qui explique encore une fois cette bonne performance boursière. Alors il y a tout ça mis bout à bout. Et il y a les taux d'intérêt aussi. Exactement. Les taux d'intérêt, c'est qu'on voit cette corrélation très nette entre cette remontée des taux d'intérêt à long terme et le cours des valeurs bancaires. Contrairement à la tech, hein. La tech c'est dans l'autre sens. Oui, c'est exactement ça, mais en fait c'est un peu le prolongement finalement des 10 dernières années, dans le sens où, à l'inverse, les taux étaient baissiers depuis 10 ans et donc les banques ont vraiment souffert d'un point de vue profitabilité. Et là, les perspectives sont beaucoup plus intéressantes. En fait, les banques fonctionnent, c'est de la transformation d'échéance, je dirais le business principal bancaire. Donc vous empruntez plutôt à court terme, notamment via vos dépôts qui financent 75% finalement de votre activité, et vous prêtez à long terme. Ouais. Que ce soit les prêts immobiliers ou les prêts aux entreprises. Et vous encaissez la différence. Finalement, quand vous avez les taux longs qui remontent, vous avez la profitabilité qui est exactement, c'est tout bénéf, encore plus quand c'est, je dirais, marqué par une pontification avec des taux courts qui restent plutôt bas et des taux longs qui remontent un petit peu plus. Donc on a cette corrélation et finalement, c'est peut-être la seule industrie qui soit vraiment bénéficiaire d'une remontée des taux. Quand on compare aux entreprises, je dirais que l'image est un petit peu moins rose. En fait, elles ont été, elles, les grands bénéficiaires de ces 10 ans de baisse des taux continus et d'introduction de taux négatifs. Elles ont augmenté leur levier à moindre coût, sans que ça se fasse au détriment de leur performance financière. Maintenant, à l'avenir, si la remontée des taux se poursuit, en tout cas, c'est possible vu les pressions inflationnistes qui sont un petit peu plus persistantes qu'attendues. A contrario, elles vont souffrir d'un point de vue marge, d'un point de vue coût de financement. Là où les banques, elles, en bénéficient très fortement. Oui, parce qu'il y a aussi les hausses de taux, mais il y a aussi les hausses des prix, les risques sur les approvisionnements, la logistique. Et ça, pour les banques, voilà, c'est pas un sujet. Finalement, si on doit lister toutes les inquiétudes actuelles des marchés, les banques sont assez peu soumises à ces risques-là, que ce soit la remontée des prix de l'énergie ou des matières premières, que ce soit la crise de l'immobilier en Chine, où les banques, en tout cas les banques européennes, ont vraiment une exposition minime. On peut citer évidemment HSBC, Standard Chartered, qui sont un petit peu plus exposés au marché asiatique, mais même elles, finalement, quand on compare à la taille de leur bilan et à leur portefeuille de prêt, c'est une proportion minime, finalement. Ouais. Donc les banques sont vraiment assez peu soumises à ces risques-là. C'est le secteur qui monte le plus en bourse depuis le début de l'année, le secteur bancaire. Est-ce que ce rallye peut se poursuivre ? Personne ne le sait évidemment, mais quand on voit le niveau des valorisations des banques européennes, on se dit qu'ils cotent moins que la valeur de leur actif net, voire pour certaines moitié moins. C'est-à-dire qu'on a une performance, comme vous le disiez, on a une performance boursière des banques qui a été assez phénoménale depuis le début de l'année, une remontée de 40%. Après, si on regarde sur 10 ans sur 10 ans, on est en fait au niveau de 2009 sur la valorisation bancaire. Donc on n'a pas créé de valeur depuis 2009, là où les indices boursiers eux ont monté en flèche depuis cette période-là. On a donc des banques qui sont toujours décotées en fait. Quand vous regardez différents métriques, vous pouvez regarder le price to earning ratio, donc le PER, qui est toujours assez décoté sur les banques, qui est largement en dessous de sa moyenne historique. Il est à peu près à 8,5. On a une moyenne historique qui est plutôt à 10,5. Par rapport au PER des entreprises, là aussi, il est assez décoté. On est généralement en fait sur un rapport PER des banques est généralement à peu près 75% du PER des entreprises. Actuellement, il est plutôt à 50%. Donc comment on comble cet écart, ce retard ? Je pense, enfin, ça c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il y a encore un stigma assez négatif sur l'industrie bancaire. Je pense qu'il y a encore en fait des stigmates tout simplement de la crise de 2008. Certains investisseurs puis il y a aussi le ROE, il y a aussi la return on equity. En français, comment on dit ROE en français ? On dit le rendement sur fonds propres. Ou le rendement sur fonds propres, c'est ça. Qui aujourd'hui n'est plus du tout au niveau des standards des années 90 ou 2000. Non, on était à 15%, aujourd'hui on est quoi ? En ROE, on est à 5%. On est à peu près à 5 en moyenne européenne. C'est peut-être ça aussi qui explique. On est plutôt à 7. Alors oui, mais d'un autre côté, il faut aussi voir qu'à taille de bilan comparable, on a 3 fois plus de capital. C'est sûr que le rendement du capital, c'est compliqué de le garder à ces niveaux-là. C'est la réglementation, ça. C'est la réglementation. Ce qui explique d'ailleurs, on peut finir là-dessus aussi, le décalage avec la valorisation des banques américaines. Beaucoup mieux valorisées, mais peut-être avec moins de contraintes réglementaires, notamment en matière de capital. C'est sûr. Et ça s'est vu aussi l'année dernière, là où on a eu une interdiction de distribution, donc de dividendes, de rachat d'actions sur les banques européennes. Les banques américaines n'ont pas été soumises aux mêmes règles. Ça y est, maintenant c'est fini, depuis le 30 septembre, en Europe. Alors oui, exactement. On peut choyer les actionnaires. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on reste favorable sur le secteur bancaire, c'est qu'on a un rattrapage qui va se faire en termes de distribution, donc que ce soit dividendes ou même de rachat d'actions. Pour parler des banques américaines, je dirais qu'elles sont peut-être un petit peu plus avancées dans le cycle aussi. On a une reprise qui a été plus forte aux États-Unis, des reprises de provisions qui sont déjà 60% en fait du montant des provisions passées, là où on est plutôt qu'à 15% sur le secteur bancaire. Donc en fait, les valorisations sont déjà beaucoup plus élevées aux États-Unis, et je dirais que les banques européennes gardent peut-être un petit peu plus d'optionnalité à l'avenir. Donc le rallye boursier sur les valeurs bancaires peut
se poursuivre a priori. Il peut se poursuivre. C'est toujours, évidemment, on n'a pas une boule de cristal. On est soumis à beaucoup d'autres aléas, notamment au sentiment de marché qui peut être un peu plus négatif. Mais les voyants sont ouverts. Exactement, et elles ont en tout cas beaucoup d'arguments pour continuer de rallier sur les prochains trimestres. Merci beaucoup. Explication signée Thibaut Douard. Merci beaucoup. Je vous en prie, David. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.